l'art de ne pas cadrer et de ne pas faire d'efforts. Oh, cette lampe elle est un peu trop forte. On s'en fiche, pas grave. Comment ils vont? Nous sommes toujours dans ce week-end prolongé de 5 jours. C'est vraiment un bonheur à moi tout le temps. Hein. Et je me lance enfin dans le défi. Je vois pas du tout ce qui se passe d'ailleurs. Non, voilà, c'est là qu'il faut que je regarde. Décidément, il n'y a rien qui va. Toujours en compagnie de mon Piper, hein, n'est-ce pas, qui est en pleine acclimatation. Nous sommes... On est le combien? On est le 9, jour de l'ascension, n'est-ce pas? Et donc, je vais enfin répondre, en tout cas en partie peut-être, parce que vu la quantité, aux questions des 6e 4, vraiment, truc et astuce pour les profs ou futurs profs qui éventuellement feraient des boîtes à questions, très mauvaise idée de dire à vos élèves, allez, vous savez qu'il y a une boîte à questions, hein, allez, je vous laisse 5 minutes pour la remplir. Ah bah ça, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, hein. Purée, regardez la quantité. Quantité de questions. Alors au début, c'est quand même très drôle, je leur filais des post-it parce que je pensais pas qu'ils seraient aussi nombreux à me poser des questions. J'ai des post-it en papier naturel japonais, enfin un truc vraiment qui m'a coûté un bras quoi. Quand j'ai vu qu'ils commençaient vraiment à me bouffer tout mon stock de post-it, ils ont fini par arracher des pages de leur cahier pour me poser des questions. Donc écoutez, je vais tenter de répondre aux questions des 6e 4. C'est une spéciale dédicace à la classe dont je suis prof principale. Ils attendent que ça. Quand est-ce que vous allez répondre? Ah bah voilà, bah, je fais. Mais alors je vais répondre de façon très laconique, bien plus que d'habitude. Hein. Je vais essayer de répondre assez vite. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises du coup, parce que quand on réduit le temps, quand on simplifie trop, parfois, bah du coup c'est l'écueil de faire de la mauvaise vulgarisation et de dire n'importe quoi. Donc je vais essayer de dire les choses dans les grandes lignes, mais vous attendez pas à des propos d'experts, il y a des miettes sur cette table, pourquoi? Oh, hey, vous savez ce que c'est le devenir d'une miette? Au sol. Je passerai l'aspirateur. En fait, là on est dans une pièce que vous connaissez pas, enfin à peine, c'est la salle de jeu de mes enfants, qui, comme mes enfants ne sont pas là, est extrêmement rangée. Littéralement en 10 minutes chrono, ils me la foutent en l'air. Donc allons-y, c'est parti, écoutez, sans plus d'introduction, je tire les questions au hasard, et puis bah vous verrez à ma tronche, vous verrez à ma tronche si j'arrive à y répondre ou pas quoi. Alors s'il y a des prénoms d'élèves, eh bien je les dirai parce qu'ils m'ont tous dit si on a mis notre prénom, c'est que vous pouvez le dire. Bon. Alors, comment enlever les molécules d'air dans un glaçon? Ça m'a été posé plein de fois, je vous montre. Hein. Ça m'a été posé plein de fois cette question-là et j'y ai jamais vraiment trop répondu. C'est en fait comment obtenir de la glace absolument translucide. En fait, le fait que la glace, quand vous faites un glaçon, quand vous faites geler de l'eau, le fait qu'elle soit blanche, c'est qu'en fait une partie de l'air qui était présent dedans, des bulles d'air, il y a toujours des micro-bulles d'air dans de l'eau, notamment de l'eau qui vient du robinet, et ben en fait au moment de la prise en glace, bah, cet air est pris du coup sous forme de bulles, de micro-bulles parfois, et c'est ça qui donne un aspect blanchâtre à un glaçon. Alors pour éviter ça, bon apparemment il y a des techniques hyper chiadées, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo le principe c'est de faire en sorte que l'eau gèle mais très lentement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un effet de trempe qui fait que l'eau gèle d'un coup. Voilà. Il faut que la prise en glace se fasse très lentement, ce qui permet aux bulles d'air progressivement de s'échapper de l'eau qui est en train de geler. Apparemment, il y a tout un commerce, je me suis un tout petit peu renseignée à l'époque, et il y a tout un commerce, il y a même des entreprises qui fabriquent de la glace parfaitement transparente, notamment pour les concours de sculpture sur glace, etc., parce que c'est plus joli, en fait. Bon, certainement que dans certains bars, etc., il y a moyen d'acheter des cocktails très très chers avec des glaçons parfaitement transparents, ce qui franchement n'a aucun intérêt. Première question, répondue. Donc en fait, faire geler l'eau très progressivement. Question suivante, allons-y. Je prends au pif, hein. Donc alors là, on a... Comment les chauves-souris s'accrochent au plafond? Je sais, alors vraiment je vous montre les papiers, mais bon je suis pas sûre que vous verrez. Comment les chauves-souris s'accrochent au plafond? Et oui, effectivement. Alors sachez quand même, pour votre gouvernante, pour votre gouverne, je vais arrêter de dire des conneries, que certaines chauves-souris ne s'accrochent pas la tête en bas. Elles se mettent dans les anfractuosités des murs, des roches, etc. Bon bref. Et en fait elles s'allongent, mais
toutes les chauves-souris, ou la grande majorité des chauves-souris, sont capables comme ça de passer des heures la tête en bas. Alors ça c'est permis par deux choses. Déjà, alors il semblerait, parce que pas sûr encore, les études sont pas formelles, mais de même que nous avons dans nos veines, c'est-à-dire les vaisseaux qui font remonter le sang au cœur, nous avons des systèmes de valves qui font que ça évite qu'avec la gravité, le sang ne s'accumule dans les membres inférieurs, vous voyez. Il y a un système de clapet anti-retour en fait dans nos veines. Et ben eux, elles, les chauves-souris, il semblerait qu'elles aient dans leur système veineux un système de clapet anti-retour mais inversé, qui fait que ça évite, quand elles sont la tête en bas, d'avoir tout le sang qui s'accumule au niveau cérébral, ce qui serait un petit problème. Vous avez déjà fait cochon pendu, vous pouvez pas tenir 4 heures cochon pendu, hein. Il y a un moment vous allez devenir tout rouge pivoine, ça va pas le faire. Il y a une autre particularité, c'est que le cœur d'une chauve-souris, hein, sur ce genre de petite bestiole, hein, les chiroptères, il est plutôt central en fait par rapport à nous qui avons un cœur très haut et qui propulse du sang dans les artères jusqu'au cerveau, c'est fait exprès. Elles ont un cœur plus petit, plutôt central, elles ont globalement un petit gabarit, ce qui fait qu'il y a moins ce problème d'accumulation de sang au niveau de la tête. Donc valve anti-retour plus position centrale du cœur. Et il y a un autre truc chez les chauves-souris qui est assez particulier, c'est qu'elles ont au niveau des pattes postérieures un tendon particulier que n'ont pas les autres mammifères, un tendon relié à un muscle, qui fait que dès que leurs griffes, voilà, on va dire qu'il y a une sorte de pouce opposable au niveau de la griffe, dès que leurs griffes s'appuient sur un support, type branche, type roche, etc., ça crée un effet de levier qui fait que c'est auto-serrant. Elles n'ont pas besoin consciemment de serrer pour rester accrochées. Il y a un effet de crochet auto-serrant, je sais pas comment vous l'expliquer. Bon bref, dès qu'il y a une tension d'exercer sur la griffe, elle se referme autour du point d'accroche. Et du coup, pour s'envoler, pour décoller, elles n'ont qu'à se réveiller de leur sommeil ou de leur torpeur et juste dégripper un tout petit peu, tirer sur les ailes, commencer à faire se soulever la patte par rapport au point d'accroche et hop, ça se décroche. Vous voyez? Donc c'est comme ça que les chauves-souris parviennent la plupart du temps à s'accrocher la tête en bas et pendant des heures, des nuits, etc. Enfin pas des nuits, plutôt des journées. Et ça arrive à comme ça rester la tête en bas sans faire d'effort colossal. C'est pas comme si nous on devait se suspendre et il fallait qu'on se concentre tout le temps pour rester suspendu. Ça serait un enfer quoi. Donc voilà. Alors tout ça a des noms scientifiques, évidemment je les connais pas ou je les connais plus et on va aller vite. Hein. Troisième question, mais je pense vraiment que c'est impossible que je les fasse toutes en une fois. Hein. Je vais faire une partie 1 et une partie 2. Alors, question suivante. Est-ce que les fruits et les légumes sont des êtres vivants? Voilà la question. Est-ce que les fruits et les légumes sont des êtres vivants? Alors déjà, le terme légume en biologie, ça veut rien dire. C'est plutôt un terme culinaire. Ce qu'on appelle légume, c'est un organe végétal qu'on va préparer de façon salée. Voilà. Mais sauf qu'en biologie, ça veut rien dire. Alors qu'un fruit, en biologie, ça veut dire quelque chose. Fruit, c'est une structure végétale qui contient des graines. Donc un avocat que vous mangez normalement plutôt de façon salée, hein, ça dépend des cultures, mais un avocat, il contient un gros noyau, c'est un fruit. Une tomate qui contient des pépins, c'est un fruit. Donc moi, je vais plutôt répondre à la question... Parce que légumes, j'évacue, mais est-ce que les fruits sont des êtres vivants? Alors en soi, un fruit tout seul n'est pas un être vivant, dans la mesure où le fruit tout seul ne va pas donner des bébés fruits, grandir, être de passer d'un petit fruit à un grand fruit, je veux dire s'il est détaché de l'arbre ou de la plante. Voilà, c'est pas une entité vivante en soi, il est composé de cellules, donc il est issu d'un être vivant, forcément, mais ça n'est pas un être vivant en soi. En revanche, les graines qu'il contient sont en soi de futurs, c'est comme des petits embryons si vous voulez, ce sont de futurs êtres vivants. Donc en ça, on peut dire qu'un fruit contenant des graines, et ben voilà, forcément, il contient des futurs êtres vivants en devenir. Une graine, vous la plantez, elle donne un être vivant à part entière. Vous voyez? Donc j'ai envie de dire, oui, un fruit, alors un fruit n'est pas un être vivant en soi, mais il contient des embryons d'êtres vivants. Voilà. Ça va plus vite que ce que je pensais. Je continue. Vous avez été incroyables les 6e 4. Hein. Mais vous êtes incroyables. De toute façon, je vous le dis tout le temps. Vous foutez pas grand chose, mais vous êtes quand même super. Comment les éclipses se forment? Et là, pour le coup, j'ai un prénom. C'est une question d'Iliana. Alors, je pense que c'est ça hein, qu'elle a voulu écrire. Hein. Comment les...
Vraiment, je sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse ça. Comment les éclipses se forment? Alors, il y a deux types d'éclipses. Il y a les éclipses solaires et les éclipses de lune. Alors, une éclipse solaire, le principe est simple. En fait, vous savez donc, la Terre tourne autour du Soleil, d'accord? Gravite autour du Soleil. Et la Lune est un satellite de la Terre qui lui gravite lui-même autour. Vous imaginez le merdier? Bon, je peux pas, j'ai pas 3 mains, donc je peux pas le faire. D'accord? Peut-être je mettrai une animation. Bon, voilà. Donc, une éclipse solaire, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, le Soleil va être aligné avec la Terre, ça il l'est toujours, et la Lune va passer devant le Soleil, ce qui va occulter sa lumière. Ce qui fait que pour certains observateurs sur la Terre, à un moment donné, eh ben, la lumière du Soleil va disparaître parce qu'elle va être cachée par le passage de la Lune. Vous avez compris? Ça, c'est les éclipses solaires. Maintenant, les éclipses de Lune, c'est autre chose. C'est un autre alignement. La Lune, ce qui fait qu'elle est éclairée, c'est qu'elle a un rétroéclairage du Soleil. Eh bien, si dans une certaine configuration, vous avez le Soleil, la Terre, la Lune, eh bien, la Terre va occulter la lumière solaire et donc faire de l'ombre à la Lune. D'accord? Et donc, certains observateurs sur Terre ne verront plus verront l'ombre de la Terre qui passe devant la Lune qui normalement est éclairée par le Soleil. Donc voilà, c'est les deux options. Éclipse solaire, c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Et éclipse de Lune, c'est la Terre qui fait de l'ombre à la Lune en fait. Et qui s'intercale pile poil entre le Soleil et la Lune. Voilà pour l'explication. Bon, encore une fois, je pourrais vraiment détailler davantage, mais c'était pas le concept de cette vidéo. Alors là... Je croyais qu'il y avait plusieurs questions, mais en fait non. Il y a pourquoi les membres des axolotls peuvent se régénérer, dites Liam dans votre vidéo. Donc c'est une question de Liam. Voilà, donc Liam m'a posé cette question en précisant bien qu'il voulait bien que je dise que c'était lui. Alors les axolotls, effectivement, ce sont des animaux qui font partie de la catégorie des amphibiens, qui ont une vie purement aquatique ou semi-aquatique, qui sont capables de perdre leurs branchies, bon bref, peu importe, et vivre à l'air extérieur, bon bref. Et effectivement, les axolotls sont connus, à part leur anatomie qui est tout à fait originale, c'est vraiment un animal hyper rigolo. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir un axolotle, mais il faut un bassin de 20 litres, enfin de 20 mètres, pas de 20 litres, bien plus gros, enfin pour qu'il soit vraiment heureux, donc laissez tomber. Ça vit en plus des années, hein, vraiment. Et les axolotls, effectivement, ont une capacité de régénération des membres absolument incroyable. C'est-à-dire, vous leur sectionnez la queue, une patte, etc., ça repousse. Alors, c'est très étudié, mais c'est pas encore bien compris. Visiblement, il y a des gènes du développement qui sont impliqués là-dedans, qui ont une expression particulière par rapport à d'autres espèces animales. Tout le monde est là, vous coupez un bras, clairement, ça repousse pas. Hein, essayez pas à la maison, hein, ça peut marcher. Mais les axolotls ont ce qu'on appelle des cellules germinales au niveau des membres, c'est-à-dire des cellules indifférenciées qui sont capables à la demande de se remultiplier et de se redifférencier pour redonner un membre entier. C'est très étudié, ça n'est pas encore très compris. Je vais pas rentrer dans les détails des noms des gènes, etc. Déjà parce que je les ai oubliés, en toute franchise. Et puis parce que les études n'ont pas abouti. On sait bien, on a bien vu qu'il y avait une capacité de régénération. Mais mis à part ces amas de cellules indifférenciées qu'ils ont au niveau de certaines parties de leur corps, vous prenez un axolotl, vous le coupez en deux, ça va pas marcher. Hein. Au niveau de l'abdomen, ça marchera pas. Mais au niveau des membres extérieurs et de la queue, ça fonctionne. Parce que vous avez ces amas de cellules un peu embryonnaires, si vous voulez, qui sont capables, à la demande, encore une fois, selon la stimulation, de redonner qui des cellules de peau, qui des cellules de vaisseau sanguin, qui des cellules de muscles, des cellules osseuses, et donc ça vous reconstitue un membre. Donc c'est nous, nos gènes du développement, ils s'expriment que quand on est des petits embryons, et puis après terminé. Et ben chez cet animal, les gènes du développement s'expriment tout au long de la vie. Donc c'est une vraie curiosité. Donc voilà, des amas de cellules indifférenciées au niveau des membres. Mais le sujet est encore à l'étude, hein, c'est pas du tout fini. Donc s'il y a des biologistes, des futurs biologistes dans la salle, bah il y a du boulot. J'en prends une autre. J'en suis à 14 minutes, pas mal, écoutez.
Alors, une question qui m'a été posée non seulement par cette élève, c'est-à-dire Réane, et Réane, elle me l'a posée 2 fois, en plus j'ai honte, je sais qu'elle me l'a posée 2 fois, j'ai toujours pas répondu, mais je crois que j'y avais répondu dans une autre vidéo, mais alors, qui date un peu. Hein. Donc Réane me demande pourquoi le ciel est bleu, et vraiment c'est une question qui revient très souvent, pourquoi le ciel est bleu? Bah effectivement, hein, pourquoi le ciel est bleu hein. Alors, le ciel est bleu, en tout cas sur Terre, parce que donc, notre soleil, notre étoile, le soleil, diffuse de la lumière blanche, c'est-à-dire de la lumière qui contient toutes les couleurs du spectre visible. Encore une fois, vous avez peut-être déjà vu cette pochette d'album, non mais c'est vraiment pas de votre époque, vous l'avez pas vu, et de Pink Floyd, vous avez un prisme en verre, de la lumière blanche passe dedans et elle se diffracte dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la lumière blanche, en fait, la lumière telle qu'on la connaît, est en fait composée d'un tas de longueurs d'onde différentes et à chaque longueur d'onde correspond une couleur du spectre lumineux. Vous avez tous vu les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Mais oui, j'en avais parlé en plus récemment quand j'avais parlé des arcs-en-ciel. Et il se trouve que selon la composition de la couche gazeuse traversée par la lumière du soleil, c'est-à-dire l'atmosphère d'une planète, eh ben, la lumière va passer à travers des gouttelettes d'eau, etc. et se diffracter à travers les gouttelettes d'eau, comme dans un prisme. Et selon la qualité de l'air, selon les molécules de l'air, certaines longueurs d'onde du spectre global, parce qu'on ne voit pas un ciel multicolore, hein, certaines longueurs d'onde vont être absorbées et d'autres vont être transmises. Et il se trouve que notre atmosphère, qui est constituée de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'un tas de bazar, hein, dont de la vapeur d'eau, dont du CO2, dont de l'argon, etc. Eh bien, cette composition de l'atmosphère fait que la lumière qui est transmise est la lumière qui a des longueurs d'onde bleues. Le reste est réabsorbé, retransmis, renvoyé, etc. C'est pour ça que le ciel nous apparaît bleu. Cela dit, le ciel peut avoir d'autres couleurs, notamment au coucher du soleil ou au lever du soleil, parce que la couche gazeuse traversée est plus épaisse, en fait, tout simplement à cause de la position du soleil par rapport à l'atmosphère. Et donc ça peut créer des diffractions différentes qui vont faire que vous allez avoir un ciel rosé, vous allez avoir un ciel orangé, etc. Cela dit, sur d'autres planètes, on pourrait très bien imaginer, alors je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais que selon la composition de l'atmosphère, je sais pas s'il y a du sulfure d'hydrogène ou des machins comme ça, je sais pas, le ciel devienne rose, violet ou quoi, parce que la composition de l'atmosphère va faire que la lumière va se diffracter différemment. Voilà, donc la source est blanche, c'est le soleil, mais selon la composition de l'atmosphère, eh ben, c'est telle ou telle longueur d'onde qui va passer, et c'est telle ou telle couleur qui va nous apparaître aux yeux. Voilà. Vraiment fait à la hache, j'ai un peu honte. J'espère que cette vidéo vous plaira. Parce que bon. Oula! Alors là, il y en a un qui a abusé. Un ou une, hein, je ne sais pas, je n'ai pas de nom. Je vais peut-être pas répondre à tout. Pourquoi on n'a pas la même couleur d'yeux qu'à la naissance? Pourquoi les frères et sœurs ne se ressemblent pas et d'autres oui? Comment en grandissant, les vaches ont des points? Oh là là... Comment les grenouilles perdent leur queue? Alors, comment les grenouilles perdent leur queue? On y a répondu. C'est un phénomène d'apoptose. On y a répondu avec Monsieur Robert dans notre vidéo fleuve sur les grenouilles. Donc là, si vous avez le courage de la regarder, vous aurez la réponse. Bon, prenons point par point. En fait, je vais répondre à tout. Hein. Je vais répondre à tout. Alors, pourquoi on n'a pas la même couleur d'yeux qu'à la naissance? Alors, effectivement, alors c'est pas le cas chez tous les bébés, mais il y a beaucoup de bébés qui ont les yeux légèrement plus clairs à la naissance et qui vont se pigmenter ensuite, foncer ensuite. C'est pas parce qu'un bébé naît avec les yeux bleus que fatalement il aura les yeux bleus ensuite. Bon, après, il y a des variations dans le bleu, bon bref. C'est parce que la pigmentation, en fait, c'est la synthèse d'une molécule qu'on appelle la mélanine. Et cette mélanine, donc qui colore et la peau, et les cheveux, et les yeux, etc., a un rôle protecteur. Protecteur contre les rayons UV, notamment, contre la luminosité. Un bébé sort de 9 mois de gestation dans le ventre de sa maman, il n'était pas exposé aux rayons lumineux. Il est porteur d'une information qui potentiellement peut lui foncer les yeux, si besoin. Et donc, en fait, à la sortie, en fait, les gènes, c'est-à-dire ce qui code notre information dans nos cellules, les gènes ne s'expriment pas en permanence tout le temps. Ils peuvent s'exprimer sous l'influence du milieu extérieur. Donc là, le bébé vient de naître, il n'a pas été exposé aux UV, donc pas vraiment de nécessité d'avoir les yeux sombres, ni d'ailleurs d'avoir la peau sombre. Vous savez que vous avez des petits bébés qui naissent avec la peau claire et puis qui ensuite se pigmentent et développent une peau vraiment plusieurs tons bien plus foncés qu'à la naissance.
me suis à nouveau fait couper la chic, 20 minutes, c'est comme ça, c'est bien, ça me fait un repère. Donc bon bref, donc ces enfants sont destinés à avoir la peau sombre ou les yeux sombres, mais à la sortie du ventre de leur maman, comme ils n'ont pas été exposés aux rayons UV, l'activation des gènes ne s'est pas faite. Sauf que dès qu'ils sortent, bah, ils sont exposés à la lumière, etc. Et donc pouf, activation des gènes de pigmentation dans leurs cellules, et ça explique que leurs yeux se foncent, que leur peau se fonce, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour l'explication du changement de couleur d'yeux éventuel. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des bébés qui naissent déjà avec les yeux extrêmement pigmentés. Bon, ça c'est les joies de la génétique, hein. De même que pour répondre à la deuxième question, pourquoi les frères et sœurs ne se ressemblent pas et d'autres oui? Eh ben alors là, c'est la loterie de la génétique. Il se trouve que, en fait, chaque spermatozoïde qui rencontre chaque ovule n'est pas porteur de la même information. Alors dans certaines familles, les informations extérieures, c'est-à-dire le phénotype, va être les informations vont se retrouver chez tous les frères et sœurs, et donc on va avoir comme ça des sortes de copier-coller au sein d'une fratrie. Et puis pour d'autres aspects, bah, en fait dans l'expression de nos gènes, il y a une partie visible, c'est-à-dire ce qui fait notre physique, et puis il y a une partie invisible entre guillemets, ce qui fait notre métabolisme, comment fonctionnent nos cellules, nos maladies éventuelles, etc. Alors, parfois, vous avez des frères et sœurs qui se ressemblent pas du tout physiquement, mais qui par contre ont le même groupe sanguin, ont les mêmes particularités, qu'elles soient métaboliques ou qu'elles soient de maladie ou pas de maladie. Enfin bon, bref. Donc il y a des choses visibles et des choses pas visibles. Bah, parfois, il y a des combinaisons de gènes qui s'expriment vraiment physiquement et d'autres qui ne s'expriment pas. C'est les joies du melting pot génétique, voilà, et c'est assez rigolo. Donc on va avoir des frères et sœurs qui ne nous ressemblent pas du tout, et pour autant on a la même génétique profonde, si vous voulez, et n'en déduisez pas tout de suite que vous avez été adopté, hein, voilà. Alors pourquoi en grandissant, comment en grandissant les vaches ont des points? Alors, je suppose des taches, hein. Alors déjà, toutes les vaches n'ont pas de taches, hein. Il y a beaucoup de vaches, notamment dans les souches sauvages, qui ne sont pas tachetées. Il y a beaucoup de veaux qui naissent avec des taches, hein, dès le départ. Donc ça n'apparaît pas spécialement à l'âge adulte. La présence de taches, en réalité, ça n'a pas un intérêt évolutif fou. C'est dû à des sélections d'élevage qui ont été faites. C'est plus dû à la sélection humaine qu'à l'aspect naturel. La plupart des races sauvages de bovins ne sont pas tachetées. Ce qu'elles ont éventuellement, c'est des rayures, c'est des traits ancestraux, hein. C'est pareil chez les équidés, c'est des rayures au niveau des membres inférieurs et des membres inférieurs plus foncés. Éventuellement, une marque ancestrale, c'est la raie de mulet. Alors pour ceux qui montent à cheval, c'est le fait qu'il y ait une trace plus pigmentée le long de la colonne vertébrale. Ça, c'est un truc ancestral. Et ce qu'on a de mieux comme variation naturelle et sauvage de couleur, c'est le counter shading, c'est-à-dire le fait d'avoir le ventre blanc et le dessus plus foncé. Et ça s'explique par rapport à au fait de contrer la prédation, etc. J'avais fait une vidéo sur le counter shading, donc je vous laisse aller fouiller dans les archives, vraiment la flemme de vous mettre le lien. Mais bon, les vaches n'ont pas toutes des taches et ça n'apparaît pas toujours en grandissant. Voilà. Et sachez qu'il y a une rumeur qui dit que les taureaux n'ont pas de taches. Faux, hein, il y a des taureaux tachetés, tout pareil. Mais ça, c'est de la sélection, c'est de l'élevage, c'est des variétés, des races, etc. Bon, et ben voilà. Ben, j'ai fait le tour. J'ai quand même répondu à 3 questions et demie en un temps record. Je continue. Peut-être qu'à 40 minutes, je m'arrêterai, je sais pas. On verra. Alors, pourquoi les grenouilles n'ont pas de fesses? Ah oui, les grenouilles n'ont pas de fesses. Alors, sauf... c'est pas vraiment ce qu'on appelle des fesses. Ça fait un aspect fesses chez la grenouille du désert. Hein, Monsieur Robert, vous me direz si j'ai bon ou pas, mais il me semble bien. Grenouille de pluie du désert, hein, qui a un petit cul trop mignon. C'est une question d'Hidaya. Merci beaucoup, Hidaya, pour votre question. Alors, pourquoi les grenouilles n'ont pas de fesses? Parce que ce qu'on appelle une fesse, c'est le développement arrière d'un muscle très particulier qui permet de faire la jonction entre le tronc, le buste et les membres inférieurs, donc il y a une jonction au niveau du bassin, bon, bref, et qui permet d'avoir la station debout, la bipédie. Or, les grenouilles ne sont pas bipèdes, pas du tout. Donc chez la plupart des animaux quadrupèdes, il n'y a pas de fesses en fait. Il n'y a pas de fesses, il y a un bassin saillant, il y a éventuellement une croupe plus développée, notamment chez les équidés, chez les chevaux. Mais c'est pas vraiment un muscle fessier. Alors je me rappelle plus du nom exact des muscles fessiers, je me rappelle plus, mais cette musculature qui donne un popotin chez l'humain est uniquement due au fait que l'humain se déplace sur deux
pieds, en fait, sur 2 membres. La grenouille n'étant pas bipède, et ben la grenouille n'a pas de fesses. Voilà. J'en prends une autre. C'est fou d'aller aussi vite. C'est dingue. Oh, pourquoi avez-vous voulu devenir professeuse de SVT et physique-chimie? Alors, j'ai pas le nom. Je crois que j'avais déjà répondu un petit peu à ça. Bon, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les animaux, les machins, les trucs. Et bah, il se trouve que dans mon cursus... Mais j'étais très bonne élève dans toutes les matières, sauf le PS. J'étais vraiment une quiche. Sauf en équitation. Mais bon, il n'y avait pas équitation au collège donc, et au lycée, donc dommage. Ah, j'aurais cartonné. Hein. Mais en fait, j'ai croisé des professeurs de SVT absolument géniaux. Et comme déjà j'aimais la nature, je me suis dit, bah ça fait sens, vous voyez, ça fait sens de devenir prof de SVT. Bah, à la base, je voulais pas être prof de SVT, je voulais être chercheuse, machin, exploratrice, Dora, machin. Bon. Puis bon, j'ai vite lâché, je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il me fallait, et j'ai toujours aimé expliquer les choses aux autres. Donc ça faisait sens. Et professeur de physique-chimie, bah, comme on dit, l'occasion fait le larron. Je vous dis cash, hein, une année, quand j'ai eu mes enfants, j'ai été à 80%, c'est-à-dire je ne travaillais pas à 100% du temps, j'étais à 80%. Et puis quand j'ai voulu reprendre à 100%, mais il n'y avait plus assez d'heures pour moi en SVT, et donc c'était soit j'enseignais une autre matière, soit j'allais faire 4 heures d'appoint dans un autre bahut où je connais pas l'équipe, etc. Et ça m'avait saoulée parce que moi j'adore notre collège. J'ai failli dire le nom du collège, mais j'ai bien promis de ne pas le faire. Mon inspecteur m'a autorisé à enseigner la physique-chimie au niveau 6e, hein, ce qui est quand même très modeste, parce que de fait dans mes études de biologie j'ai fait beaucoup de physique-chimie, donc c'était pas un problème, donc je m'y suis collée. En fait j'aime bien, à l'époque j'aimais pas trop la physique-chimie, désolée, c'était pas ma matière préférée, mais ça m'a amusée d'essayer de la rendre un peu attrayante et un peu sympa. Donc voilà, est-ce que je continuerai à l'enseigner? Bah ça va dépendre des besoins. Mais donc à la base, moi c'était prof de SVT. Je n'ai pas le CAPES de physique-chimie, hein. J'ai le CAPES de SVT, mais j'ai pas le CAPES de physique-chimie. Mais visiblement, ça pose pas de problème pour que je l'enseigne. Donc écoutez, profitons-en. Voilà, voilà. Prochaine donc question, pardon, je l'ai tirée en même temps. Et alors là, vous purée. Pourquoi on est en 2024 et il y a 400 milliards d'années avant, en dessous de quoi il n'y a rien? Alors là vraiment, va falloir que je me concentre. C'est périlleux de répondre à ça, hein. Alors j'ai pas de nom, mais je crois comprendre. C'est-à-dire là on dit qu'on est en 2024, sauf que moi j'explique aux élèves que la Terre s'est formée il y a 4,37 milliards, enfin oui la Terre et le système solaire il y a 4,37 milliards d'années. Et en fait, pour eux, il manque des années, quoi. Pourquoi 2024? On devrait être à 4,37 milliards d'années, en fait. C'est quoi l'histoire? Alors là, pour le coup, bon, ça c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est parce que nous appliquons un calendrier qui est dit calendrier grégorien, il me semble. Que c'est sa petite appellation, ça c'est des vieux souvenirs d'histoire géo, là, faire demander à Mme Rossi Ziegler, à Monsieur Vignier et toute la clique, hein. Mais en fait, il a été décidé par qui, quand, pourquoi, que notre calendrier grégorien, le 0 démarrait à l'année de naissance du Christ, Jésus-Christ. Alors pour ceux qui y croient, hein, ou pas, bref. Donc c'est lié à la religion catholique, hein, clairement, enfin chrétienne et catholique. Bah après, il existe d'autres calendriers, alors calendrier orthodoxe peut-être, j'en sais rien, calendrier julien, enfin alors là vraiment, c'est pas... voilà. Donc moi, je suis obligée de parler en calendrier grégorien comme tout le monde, hein, parce que sinon on s'en sort plus, donc on est bien en 2024, post-naissance de Jésus-Christ, mais il y a eu du temps qui s'est passé avant, évidemment, le fameux avant Jésus-Christ, et puis là carrément on parle des temps géologiques, donc nous les géologues, enfin je dis nous les géologues, je me considère pas comme une géologue, mais quand on parle de géologie et de paléontologie notamment, en fait on prend la date actuelle et on dit qu'on remonte dans le passé, donc il y a 4,37 milliards d'années à peu près, on n'est pas une vache près hein, là-dessus, hein, on est d'accord, ça se joue pas à un an, hein. Voilà, c'est formé le système solaire ouais, et la Terre. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'on applique un calendrier, mais alors c'est vraiment du domaine de l'histoire. Donc je vous invite, vu que Monsieur Vignier passe son temps à dire aux élèves, vous demanderez à Mme Prévost, et bien là, vous demanderez à Monsieur Vignier, voilà, de vous expliquer ça. Hein, il le fera certainement bien mieux que moi. Voilà, mais donc là, on est sur la confrontation des temps dits humains, l'échelle de vie humaine,
et des temps dits géologiques qui sont bien plus longs, bien plus colossaux et que du coup on simplifie quoi. Sinon on va pas s'en sortir. Une autre et après je pense que j'arrêterai cette... Je ferai les dernières questions, j'en ai fait combien? Attendez, il faut que je compte après. J'en fais une autre. Pourquoi les plantes carnivores mangent que des insectes? Alors pareil, je n'ai pas de nom. C'est quoi ces questions anonymes, c'est nul. Pourquoi les plantes carnivores ne mangent que des insectes? Alors, les plantes carnivores, je rappelle, ce sont à la base des plantes vertes, autotrophes, chlorophylliennes, qui normalement doivent pouvoir se contenter de lumière solaire, d'eau et de minéraux pour pousser et fabriquer leur propre matière organique, sauf qu'elles vivent dans des milieux extrêmement pauvres. J'avais fait une vidéo sur les plantes carnivores. Hein. Donc, à la pointe, elles sont capables de capturer des proies animales, de les décomposer, d'en extraire une sorte d'engrais en fait. Elles prennent l'azote, le phosphore, etc. Grâce à des sucs digestifs qui permettent de digérer ces petites proies. Et alors forcément, comme c'est quand même des petites plantes, hein, la plupart du temps, hein, les plantes carnivores sont pas des grosses dondons, hein, pas comme on l'imagine dans les films, à bouffer des bagnoles, etc. Donc c'est souvent quand même des petits modèles, et donc elles ont des petits pièges, et les insectes sont une manne, une source de nourriture hyper facile à choper. C'est léger, c'est petit, et puis il y en a plein. Il y a énormément d'insectes, donc ça se balade, ça se colle sur les pièges, ça tombe dans les urnes, et puis voilà. Mais sachez que il existe certaines plantes carnivores qui ont, notamment dans la famille des Nepenthes, qui ont des urnes vraiment mais très très grosses, et qui sont capables à l'occasion de choper qui un petit rongeur, qui un petit oiseau, qui une petite grenouille, enfin bon bref, voilà, un petit amphibien. Donc ils sont capables de choper autre chose que des insectes, mais c'est vraiment à la marge. Il y a même des plantes carnivores qui mettent en place des appâts qui font que leurs urnes se transforment en sorte de toilette. Vous avez des rongeurs qui viennent se mettre à cheval au-dessus de l'urne, lèchent le clapet qui est au-dessus de l'urne, qui est plein de sucre, et du coup ça leur donne envie de déféquer, et donc ils font caca dans les urnes et ça fait de l'engrais naturel. C'est pas génial? Je trouve ça excellent. Donc voilà, les plantes carnivores effectivement consomment majoritairement des insectes, mais à l'occasion, certaines plantes de plus gros calibre peuvent choper des proies plus importantes. Ça marche pareil, le temps de décomposition est un peu plus lent, mais ça marche aussi. Voilà, mais enfin ça chopera jamais ni un adulte, ni une vache. Voilà quoi. Allez, une petite dernière. Alors c'est la question de Afsa qui me demande pourquoi les feuilles sont-elles vertes? Ah oui, Afsa, c'est vrai, pour être d'une autre couleur. Alors les feuilles sont vertes, majoritairement, hein, il y a quelques exceptions près, parce qu'elles contiennent un pigment particulier dans leur chloroplastes. Alors vous avez les cellules végétales qui contiennent des sortes de petites unités qu'on appelle des chloroplastes, qui contiennent des sortes de mini panneaux solaires qui renferment un pigment particulier qu'on appelle la chlorophylle, entre autres, la chlorophylle. Et ce pigment a la capacité de capter l'énergie du soleil, l'énergie lumineuse, et c'est ce qui permet, vous voyez, une feuille c'est vraiment un panneau solaire, hein, c'est ce qui permet aux plantes de absorber l'énergie lumineuse du soleil. Alors, elles sont vertes quand elles sont en pleine vigueur, forme, etc. Mais vous avez remarqué que les feuilles d'arbres pouvaient jaunir, devenir orange, rouge à l'automne. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas que du pigment vert dans ces cellules végétales. Il y a d'autres pigments comme les caroténoïdes, comme les xanthocyanes, comme d'autres pigments plutôt rouge-orangé. Mais il se trouve qu'à l'automne, quand certaines feuilles caduques tombent des arbres et que les arbres en fait se débarrassent de leurs feuilles pour éviter le gel, eh bien c'est la chlorophylle verte qui est dégradée en premier et qui donc laisse apparaître l'éventail d'autres pigments qui existent dans les feuilles. Donc les feuilles sont vertes parce qu'elles contiennent de la chlorophylle, mais elles ne contiennent pas que de la chlorophylle, elles contiennent d'autres pigments. Regardez mon Piper, c'est mon nouveau chouchou. Regardez, l'arrière de ces feuilles est rouge, c'est certainement grâce à des... Je pense que c'est les xanthocyanes qui sont rouges. J'ai un doute, j'ai un vieux doute là. Caroténoïdes c'est orange. Xanthocyane, mais non, xanthocyane c'est un peu bleu, cyan c'est le bleu. Ah mais je sais plus, voilà, c'est tout. Enfin bon bref, il y a d'autres pigments quoi. Mais voilà, ce qui donne la couleur verte, c'est la chlorophylle. Petite parenthèse, hein, sur les chewing-gums goût chlorophylle, hein, la chlorophylle n'a absolument
aucun goût. C'était une manœuvre marketing d'Hollywood Chewing Gum qui... Les chewing-gums sont très vieux, hein. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale il y en avait, mais est-ce qu'à la Première Guerre ça existait déjà? Mais à l'époque les chewing-gums étaient blancs. Et Hollywood a été les premiers à teinter leurs chewing-gums, juste pour les rendre plus attractifs, et teinter avec de la chlorophylle. Et donc ils ont appelé ça chewing-gum goût chlorophylle, alors qu'en fait c'était goût menthe. Voilà, packaging, tout ça, bon, bref. C'est des trucs de vieux, hein, parce que je suis pas sûre que vous bouffiez encore des Hollywood chewing gum ou chlorophylle, pas sûr. Enfin voilà. Bah écoutez, je me garde. Il y en a combien encore? Je pense que je me garde ça pour une deuxième partie. Ne désespérez pas, je répondrai à tout. J'ai déjà monté cette première partie et puis je ferai une deuxième partie une autre fois, quoi, j'ai envie de vous dire. Bon, hein, bref. Sur ce, si vous avez regardé cette question jusqu'au bout, ah bah tiens, mettez le mot Hollywood en commentaire. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous passez un bon week-end prolongé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Ciao. Purée, mais... Oh là 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 là, mais ça c'est les problèmes, hein, les problèmes de santé, qu'est-ce que vous voulez.